Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le forum de la presse de ce vendredi, nous parlons du nouveau report du retour de l'administration à Kidal prévu ce 20 juillet 2017, l'insécurité grandissante et le rapport de l'ONG International Crisis Group intitulé « Réguler les religions ou non, le dilemme de l'État malien ». Nos invités, tous journalistes, Badou Escoba du Carrefour, Albertine Dotsey d'Africable et Yeya Tandina d'ORTM. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec cette information de dernière minute. Les juges de la Cour pénale internationale CPI doivent se prononcer en août prochain dans un jugement historique sur le montant des dommages à verser pour la destruction des mausolées de Tombouctou par le djihadiste malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, a annoncé la Cour ce vendredi, selon l'agence France Presse AFP. Alors, nouveau report du retour de l'administration à Kidal annoncé pour le 20 juillet. Le chronogramme établi par les groupes armés, le gouvernement n'a pu tenir. Les discussions pour un cessez-le-feu entre la CMA et la plateforme qui se sont affrontées il y a quelques jours ont échoué. Le gouvernement tient les groupes armés comme responsables de ce nouveau report. Alors Badou Escoba, qu'est-ce qui explique cette situation? Ce qui explique cette situation, c'est le manque de dialogue entre les groupes armés eux-mêmes, entre la plateforme, entre la coordination des mouvements de l'Azawad. Hier, je ne sais pas si vous vous rappelez ou bien si vous avez vu les images, certains ministres de la République ont tenu une conférence de presse avec la primature pour évoquer le sujet. En principe, dans les normes, l'administration malienne devait aller à Kidal le 20 juillet. Mais à la dernière minute, les choses ont évolué puisque la CMA et la plateforme se sont affrontées dans la localité d'Anefis. Maintenant, pour ramener le calme, les autorités maliennes ont mandaté l'imam Mamadou Duko et Amé Nyang pour que vraiment ils offrent leurs bons offices pour que les deux parties puissent s'entendre. Est-ce que vous pensez que c'est cet affrontement entre CMA et plateforme seulement qui a bloqué le retour de l'administration prévu ce 20 juillet? C'est cet affrontement entre les deux parties qui a bloqué le retour de l'administration à Kidal. Parce que l'administration ne peut pas aller à Kidal tant que ces deux groupes ne s'entendent. Albertine Dotsey, est-ce que vous pensez que toutes les mesures ont été prises pour que l'administration puisse retourner à Kidal sans cet affrontement récent entre la CMA et la plateforme? Bon, merci. Je dirais que les mesures ne sont pas exactement prises. En fait, je parlerai plutôt d'une certaine incompréhension parce qu'il disait tout à l'heure qu'il y a le dialogue qui n'est pas peut-être suffisant, mais moi je pense que quelque part, c'est le dialogue qui n'est pas adéquat. Peut-être qu'ils ne se comprennent pas sur les termes, sur certains termes. Il est possible qu'au niveau du gouvernement, les mesures soient prises, mais il est possible que quelque part, ils n'expliquent pas comment ça doit être exactement pour que cette reprise, ce retour de l'administration soit fait de façon efficiente. C'est là le problème. C'est surtout un problème de communication, je pense, d'incompréhension au niveau des deux parties. Et puis, il faut dire que la situation dans le nord du pays reste toujours instable. Vous vous souvenez qu'au niveau de Gao, par exemple, il y a toujours cette tension-là au niveau des jeunes qui veulent quand même le départ du gouverneur. Donc, quelque part, dans le nord du pays, il y a toujours cette incompréhension qui réside, ce qui fait que, quelque part, il faudrait vraiment que le gouvernement se fasse beaucoup plus clair pour un retour effectif de l'administration, comme ils le veulent. Quand vous parlez d'incompréhension entre les différentes parties et que vous dites que le gouvernement peut-être a pris des mesures mais qui n'est pas comprise par les autres parties, je pense que le CSA, par exemple, les décisions sont prises au cours des réunions du CSA et c'est en présence des différentes parties, les trois parties, la CMA, la plateforme et le gouvernement. Alors, est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement seul qui prend des décisions sans inclure les deux parties? Il inclut peut-être, mais je parle toujours de cette incompréhension qui réside. C'est toujours, moi j'insiste sur cette manque de clarté dans les décisions du gouvernement. C'est possible qu'il ne prend pas seul les décisions et que ce soit des décisions qui sont prises de façon non pas unilatérale mais de la part de tous.
mais quelque part, c'est que le message qui doit être passé n'est pas bien véhiculé. Il y a toujours des sous-entendus. C'est ça le problème. Parce que quelque part, il y en a... De l'autre côté, ils se disent que non, c'est le gouvernement qui prend peut-être seul des décisions et qui ne les arrange pas. Mais le gouvernement, de son côté également, estime que quelque part il y a une certaine clarté, mais c'est pas vrai en fait. En réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un dessous qui semble incompris. C'est ça le problème. Alors, nous allons attendre un peu Yaya Tandina qui doit nous rejoindre d'un moment à l'autre en attendant Badou Escoba. Est-ce que vous êtes d'accord avec Albertine Dotsey sur cette lancée? Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le coordinateur du groupe de souveraineté qui est le ministre Tiana Koulibaly, hier dans sa conférence de presse, est revenu sur tout ce que l'État a fait pour vraiment ramener la paix dans le nord du pays. D'abord, il y a eu le mécanisme opérationnel de coordination qui a vu le jour. Il y a le mécanisme opérationnel de coordination. Ensuite, il y a eu l'installation des autorités intermédiaires, la nomination des gouverneurs. Donc, l'État, de son côté, a joué sa partition, mais le problème, c'est toujours les groupes armés, parce que les groupes armés n'arrivent pas à s'entendre. L'État rencontre les groupes armés, l'administration rencontre les groupes armés. Ils prennent une décision. Il suffit que les groupes armés sortent de la salle de conférence pour qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été pris comme décision. Donc, pourtant, lors du dernier CSA, la CMA avait déclaré qu'elle était d'accord, qu'elle était pour et qu'elle était optimiste par rapport à ce retour le 20 juillet de l'administration à Kidal, la plateforme également. Alors, qu'est-ce qui a changé au fil du temps? L'administration n'est pas allée à Kidal le 20 juillet. Tout à fait. L'administration n'est pas partie. Mais les deux groupes armés disaient qu'elles étaient optimistes. Je parle de la plateforme et la CMA. Oui, à la dernière minute, il y a eu un point de blocage. Parce que la plateforme a dit qu'il faut que la CMA évacue la localité d'Anifis pour des raisons sécuritaires. Donc la CMA a opposé une fin de non-recevoir. Donc c'est ça le fond même du problème. Maintenant, pour mettre fin à ce dilemme, l'État a mandaté Ahmed Nyang, qui est un sage, et l'imam Mahmoud Duko, pour que vraiment ils aillent parler, n'est-ce pas, entre les deux parties, que les deux parties acceptent, n'est-ce pas, de revenir à des meilleurs sentiments pour que l'administration puisse retourner dans la ville de Kidal. Albertine Dotsey, est-ce que vous pensez que ces discussions pour un cessez-le-feu entre la CMA et la plateforme qui ont déjà échoué vont pouvoir résoudre cette situation? Mais elle pourrait aboutir si vraiment les différentes parties arrivent à jouer carte sur table. Parce que je continue de dire qu'il y a toujours un sous-entendu. Tout à l'heure, il disait que quelque part, quand il y a eu les discussions, ils étaient d'accord, mais après, à la sortie, les autres camps, la CMA et au niveau de la plateforme, ils ont pris une autre décision, ils sont revenus sur leur décision. Pour le comprendre, je me dis quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sous-entendu. Il y a peut-être certaines vérités qui ne sont pas dites au grand jour, mais quand ils sortent après et qu'ils se mettent ensemble, enfin, pour essayer de faire l'analyse, ils comprennent que quelque part, ils ont peut-être été dupés. C'est ça le problème. Donc il y a des non-dits. C'est ça le problème. Si déjà, il y a la plateforme même qui dit qu'ils disent, ces responsables, avoir émis des réserves sur l'interdiction imposée par Barkhane et la MINUSMA à la plateforme de rentrer à Kidal et à la CMA de rentrer à Anefis. Oui, justement, voilà, ça fait partie de ces sous-entendus dont je parle. Il y a vraiment des sous-entendus. Quelque part, c'est comme s'il y a une vérité qui est générale, mais au même moment, de l'autre côté, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas et qui se sait après. Donc, quelque part, nous, on est peut-être des analystes, on est des journalistes, mais il y a certaines vérités dont on n'a pas l'information. Et c'est ça le problème. Ce qui nous permet de ne pas pouvoir faire une analyse adéquate. Badou Escoba, le gouvernement accuse les groupes armés de ce retard. Cependant, Emmanuel Macron disait lors du sommet du G5 Sahel qu'Ibeka a promis des sanctions contre ceux qui violeront l'accord. Alors, est-ce que ces sanctions, on peut espérer sur ces sanctions? Non, les sanctions doivent être prises. Mais qui doit prendre ces sanctions? Au-delà du président de la République, l'accord d'Alger a été signé en présence de la communauté internationale. La médiation, oui. En présence de la médiation internationale. Donc, il y avait la MINUSMA, il y avait l'Union européenne, il y avait la CEDEAO, le Mali, l'Algérie, etc. Donc c'est à ces pays-là de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire pression sur les groupes armés. Sinon, de mon point de vue, l'État a joué sa partition. L'État a été transparent. Même hier, au cours de la conférence de presse, sans tambour ni trompette, Tiana Koulibaly a dévoilé tout ce que l'État a fait, au niveau même de la ville de Kidal.
Par exemple, l'identification du site du mécanisme opérationnel de coordination. L'identification, n'est-ce pas, du site de cantonnement. L'installation du gouverneur, son domicile, son bureau, etc., etc. Donc, tous ces endroits ont été rénovés ou sont en passe d'être rénovés. Donc, ça veut dire que du côté du gouvernement, on est de bonne foi. Le problème, ce n'est pas entre le gouvernement et les groupes armés. Le problème, c'est entre les groupes armés eux-mêmes. C'est eux qui n'arrivent pas à s'entendre. Le problème, ce n'est plus l'État. Vous voyez que l'État a dépêché une médiation pour aller parler entre les deux mouvements pour qu'ils acceptent de déposer les armes et revenir à de meilleurs sentiments. Donc, ça veut dire que le point de blocage, ce n'est plus au niveau du gouvernement de la République du Mali. Mais quand vous dites que le gouvernement dit tout, en tenant une conférence de presse et que le gouvernement fasse une communication, qu'est-ce qui vous prouve que le gouvernement est en train de tout dire? Ce qui prouve que le gouvernement est en train de tout dire, le ministre de la Défense a été clair. Il a été très clair. Il a été clair parce qu'il a énuméré tous les points que le gouvernement a eu à accomplir. N'est-ce pas? Toutes les propositions qui ont été faites, le gouvernement a accepté. Toutes les propositions allant dans le sens de la paix, bien sûr. Le gouvernement a accepté. Toutes les propositions venant bien sûr des groupes armés. Le gouvernement a accepté pour que la paix puisse revenir dans le nord du pays. Maintenant, c'est aux groupes armés aussi, n'est-ce pas, d'accepter leur part du contrat. Et c'est à la communauté internationale de faire pression sur ces groupes armés pour qu'ils déposent les armes. Parce que c'est un préalable. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les groupes armés déposent les armes. Il faut qu'ils acceptent d'aller dans les sites de cantonnement. C'est là où seulement là qu'on pourra vraiment nous retrouver et le Nord pourra retrouver, et le Nord va pouvoir retrouver le chemin de la paix. Et récemment à Ménéka, 10 militaires, n'est-ce pas, ont été retrouvés morts. Qui a tué ces 10 militaires? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est les groupes armés, on ne sait pas si c'est les djihadistes, parce que les groupes armés ont toujours les armes. Vous voyez que ça pose problème. Alors, Yaya Tandina qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Yaya. Bonsoir. Alors, nous parlons tout de suite du nouveau report du retour de l'administration à Kidal qui était annoncé pour le 20 juillet. Le chronogramme établi par les groupes armés, le gouvernement n'a pu tenir. Il y a les différents partis qui s'accusent. Le gouvernement qui accuse les groupes armés, la CMA qui accuse la plateforme et la plateforme elle aussi qui accuse la CMA. Qu'est-ce qui explique selon vous cette situation? Eh bien, donc tout d'abord mes excuses pour ce petit retard accusé. Et moi, je dirais tout simplement que c'était prévisible. C'était prévisible. Moi, je n'étais pas du tout optimiste quand la date même était fixée. Elle était fixée dans des conditions inconfortables. Et d'abord, même si les 3 signataires étaient là pour dire nous allons faire ça, mais moi, souvent, il faut voir même la légitimité de ces représentants, que ce soit du côté de l'État, du côté des groupes armés. Et, il y a vraiment des obstacles. Parce que la base, en réalité, du moins les signataires, les représentants au niveau national ne reflètent pas la base. Donc, par rapport au premier calendrier qui a été donné, nous, on a été surpris d'entendre que c'est le gouvernement qui dit le 20 juin, nous y serons. Et pendant le 20 juillet. Le 20 juin passé. Ah, le 20 juin, oui, le premier chronogramme, fixé, bien sûr, oui. Voilà, le 20 juin a été fixé comme ça, nous avons été tous surpris. Parce que d'abord, même si on doit envoyer les représentants de l'État, il faudrait d'abord, dans un premier temps, que la sécurité y est. Ce qui est sûr, un représentant de l'État doit être sécurisé dans un premier temps. Fait. Aucune condition n'était réunie pour ce 20 juin. Donc c'était impossible. Le 20 juillet, également, parce qu'il y a toujours un préalable. Et le préalable consiste d'abord à ce que l'armée parte, mais tant que l'armée n'y est pas à Kidal, c'est difficile, parce que le MOC n'a pas été constitué. Donc c'est difficile pour le moment. La seule armée légale, c'est l'armée malienne qui est là, malgré ces conditions défavorables pour pouvoir faire face à la situation actuelle. Mais il faudrait qu'elle soit là d'abord pour qu'un représentant de l'État accepte d'y aller. Donc je crois que si cela n'est pas réuni, c'est difficile à l'État même de dire je vais attendre les groupes armés. Et surtout que lui-même, l'État, n'a pas réuni les conditions pour ces groupes armés de pouvoir même sécuriser ces zones-là. Chaque groupe se prend en charge. Ça, je vous dis, ou bien financé par des volontés. Alors, il y a Albertine Dotsey qui pense qu'il y a un sous-entendu et tout n'est pas dit, mais Badou Escobar n'est pas d'accord avec elle. Lui, il pense que le gouvernement a tout fait, que le gouvernement est transparent dans cette situation. Oui, le gouvernement a la capacité aussi de médiatiser tous ses propos. Et j'ai dit, mais s'il y avait une confrontation quelque part, on allait comprendre les difficultés au niveau de ces différentes parties. Et ceci étant, si vous prenez par exemple le cas de tout de suite la CEMA et Gacha et la plateforme,
qui étaient en difficulté. Mais aujourd'hui, on ne peut pas savoir réellement quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé pour être obstacle même par rapport au retour de l'administration pour la date du 20 juillet. Ne serait-ce pas l'affrontement entre CMA et plateforme? Oui, on a vu seulement l'affrontement. Mais chaque groupe fait son communiqué par-ci, par-là pour nous dire j'ai été attaqué, j'ai été attaqué. Mais au juste personne ne nous dit, ou bien personne n'a été conscient parmi ces différentes parties pour dire je prends en témoignage la communauté nationale ou internationale, j'ai été le premier à être attaqué, je ne veux pas riposter, mais il faudrait que la communauté prenne en témoignage ce qui s'est passé avant que je n'agisse. Mais nous voyons, c'est quand les attaques commencent, la CMA se plaint, ensuite de l'autre côté, la plateforme également se plaint. Ça, c'est des difficultés. Il faut gérer le préalable. Albertine Dotsey, selon Emmanuel Macron, IBK a promis des sanctions. Badou Escoba pense que c'est la médiation internationale qui doit sanctionner. Qu'est-ce qui l'empêche donc de sanctionner ceux qui violent ou cette situation n'est pas considérée comme une violation de l'accord? Oui, c'est vrai que au cours du sommet du G5 Sahel, Emmanuel Macron, le président français Emmanuel Macron était là et puis dans ses propos, il a donné effectivement il a fait cette réaction-là. Bon, je pense que quelque part, le problème du Mali doit être réglé par le gouvernement malien et quelle que soit la situation, c'est d'abord les forces armées maliennes, les FAMA, qui doivent intervenir. La communauté internationale peut venir en appui, comme le fait la MINUSMA, les forces Barkhane, etc. À chaque fois, quand il y a des actes de terrorisme ici, au Mali, on voit bien que c'est l'armée malienne qui est au devant de la riposte. Donc, quelque part, même s'il y aura sanctions, même si la communauté internationale doit être interpellée, c'est d'abord le gouvernement malien qui doit prendre les devants. Et dans tous les cas, si Emmanuel Macron pense que la force Barkhane peut venir en appui, enfin, je crois que c'est cela, qui peut appuyer ces actions-là, mais il viendra appuyer l'action du gouvernement, mais ne pas se substituer au gouvernement malien. C'est le Mali lui-même qui doit commencer à résoudre ses problèmes et ensuite la communauté internationale va l'appuyer. Badou Escoba, avant de venir à vous, Yahya, que pensez-vous de ces sanctions? Est-ce que la médiation internationale ou le gouvernement peut sanctionner? Oui, c'est toujours l'impunité qui est cultivée. Sinon, on n'aurait dû pas être là à présent. Je crois que c'est depuis les premières heures, quand il y a eu les premières confrontations, si la plateforme ou la CEMA était sanctionnée, on ne serait pas là. Mais je crois que mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, la communauté internationale peut bien prendre les dispositions. Mais à commencer d'abord par le gouvernement malien, il y a des acteurs qu'il faudrait sanctionner. Et cela, je suis sûr, ça va répercuter sur la base. Mais si ce n'est pas fait, c'est difficile à la communauté internationale également d'agir comme ça. On dira qu'elle a pris parti. Donc, je crois que la sanction est bien possible si le gouvernement accepte fermer les yeux et sanctionner qui de droit. Alors, nous allons rester dans ce processus de paix pour parler d'insécurité, recrudescence des violences dans le centre et le nord du pays. Une position de la garde nationale a été attaquée ce mercredi soir à Koro, région de Mopti, alors que des affrontements ont opposé ce mardi la patrouille mixte Gacha, MSA et des hommes armés non identifiés à Menaka et Ansongo. Certains spécialistes des questions sécuritaires estiment que la réponse militaire a montré ses limites. Badou Escoba, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis des analystes qui pensent que la réponse militaire aujourd'hui a montré ses limites? En toute honnêteté, moi je dirais oui, je dirais non. Et dire que sur le plan militaire, les uns et les autres ont atteint leurs limites, ce serait trop dire. Parce que pour combattre le terrorisme, il faut impérativement employer la force. Parce que quelqu'un qui a échoué dans la vie, qui veut réussir dans la mort, vous ne pouvez que le combattre. Donc les terroristes doivent être combattus. Mais pour que ce combat puisse être gagné, il y a des facteurs économiques. Il faut qu'on installe des infrastructures dans ces régions. Il faut que les jeunes aient de l'emploi. Parce qu'un jeune qui n'a pas d'emploi est à la merci d'un terroriste. Parce que, à ma connaissance, pour poser une bombe ou bien pour poser une mine, les terroristes offrent $150. Bon, un jeune qui est au chômage, à qui vous offrez $150, il va aisément accepter. Sinon, l'option militaire, moi je pense qu'on n'a pas atteint ses limites. Il faut poursuivre avec l'option militaire et en même temps développer les infrastructures. L'option militaire, pourquoi? Parce que pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité, il faut que la zone soit débarrassée des terroristes. Une fois la zone débarrassée des terroristes, si vous mettez en place des infrastructures, vous donnez des travaux aux jeunes, je pense que adieu le terrorisme. Yahya, que pensez-vous de la réponse militaire? Je partage une partie avec Badou, mais j'ai dit
C'est vrai, c'est-à-dire en principe, l'armée ne doit même pas atteindre ses limites par rapport à la défense. Je crois que ça devient un combat quotidien, tous les jours on doit se mettre ça en tête, malgré les moyens très limités. Ça, il faut se le dire. Peut-être il faut voir la stratégie, il faut voir comment défendre ces aspects. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, nous faisons face à des experts aussi de guerre. Parce que les djihadistes, ils disposent également de grandes stratégies. Au moment où l'armée songe ou bien pense à changer de stratégie, il y a déjà un plan B pour eux. Donc ils savent comment agir. Et donc c'est des aspects qu'il faudrait voir. C'est pourquoi les Occidentaux sont en avance sur nous, parce que c'était prévisible que l'Afrique un jour allait bouillir au son du terrorisme. Et il y a des dispositions qui ont été prises. Vous voyez, chez nous, c'est difficile de dire tel a été attaqué et qu'il y a eu la riposte automatiquement et que l'ennemi a été neutralisé. C'est parce qu'on n'a pas un dispositif préventif. Et ça pose problème. Donc ça, c'est peut-être ce que je vais ajouter au niveau de Badou. Mais je ne dirais pas que l'armée atteint sa limite parce qu'elle est obligée, elle est contrainte de se battre. Ça, c'est à tous les prix. Albertine, qu'est-ce qui explique la recrudescence de ces violences dans le nord du pays ? Il faut dire que, est-ce qu'on va parler de cette recrudescence ou bien cette violence qui ne baisse pas, elle est toujours à un stade, si tu veux, on peut dire qu'elle va de crescendo, en fait, de plus en plus. Il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui l'explique, en fait, est-ce qu'on ne peut pas comprendre le terrorisme ? Aujourd'hui, on combat le terrorisme ici en Afrique, on le combat en Europe, un peu partout dans le monde. On ne peut pas les comprendre. De plus en plus, on mène des actions de lutte contre le terrorisme et de plus en plus, on entend parler de ces actes de terrorisme. Quelque part, cette violence dans le nord du Mali, elle a, bien sûr, elle doit avoir son origine, mais elle n'arrive plus à être arrêtée aujourd'hui. C'est comme une machine qui est en route et maintenant, les forces armées maliennes sont obligées de changer à chaque fois de stratégie, d'améliorer leur stratégie. Parce que quelque part, elles sont là. Elles font ce qu'il faut faire. Mais comme il le disait tout à l'heure, les terroristes aussi, de leur côté, ils n'ont que ça comme travail. Essayer de trouver de meilleures stratégies pour combattre. Est-ce que vous voulez dire qu'ils sont plus engagés que l'armée, par exemple? Ce n'est peut-être pas ça, parce que l'armée également n'a que ça comme travail, défendre le pays. Non, c'est pas cela. C'est que des deux côtés, chacun essaie de mettre le paquet. Parce que quelque part, par exemple, au niveau de l'attaque de Koro, près de la frontière du Burkina Faso, l'attaque a pu être repoussée par l'armée. Il y a certaines de ces attaques qui sont vraiment repoussées par l'armée. Il n'y a aucune victime. Mais parfois, l'armée est prise au dépourvu et c'est là que quelque part, les terrorismes, ils prennent le dessus. Donc, je me dis que des deux camps, chacun doit faire beaucoup plus, en tout cas, du côté de l'armée. L'armée doit faire beaucoup plus d'efforts pour combattre cette insécurité-là, parce que les terroristes, ils sont là. Et ils sont c'est une machine de guerre, comme on peut le dire. Ils sont tout le temps en train de tracer des plans d'action. Et là, il faut qu'au niveau de l'armée malienne, surtout, qu'il y ait un travail permanent d'amélioration des stratégies. Ils ont des bonnes stratégies, c'est sûr, et on ne peut pas le savoir d'ailleurs. Mais quelque part, c'est pas qu'ils sont incompétents, non, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est un travail permanent. Ils doivent améliorer la stratégie pour protéger les populations, parce que les populations comptent sur eux. Les populations sont parfois obligées de se déplacer, de fuir cette violence-là. Parce que quelque part, des fois, ils ont comme l'impression que l'armée ne fait pas assez. Mais je pense bien que l'armée malienne fait ce qu'il faut. Badou Escoba, Albertine dit que parfois l'armée est prise au dépourvu. Une armée doit-elle être prise au dépourvu? Non, une armée ne doit pas être prise au dépourvu, mais nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique. Vous savez, l'ennemi s'adapte aux réalités du terrain à chaque fois que nos forces armées changent de stratégie. Le problème fondamental, c'est le moyen aérien. Vous savez que le Mali est sous embargo. Le président de la République l'a dit à Ségou. Le Mali est un pays qui est en guerre. Il faut que les amis du Mali le sachent. On ne peut pas combattre le terrorisme avec des vieux pick-up Mosé, avec quelques doucettes. Pour combattre le terrorisme, il faut des moyens aériens conséquents. Parce que quand vous avez un moyen aérien, je ne suis pas un stratège, je ne suis pas un militaire, mais je sais que sûr et certain, si vous avez des moyens aériens, vous pouvez anticiper, vous pouvez voir l'ennemi en train de venir et informer les forces au sol à temps et ils peuvent intervenir. Mais si vous n'avez pas des yeux pour voir, ce n'est pas facile. Donc, or, les terroristes, c'est des gens très mobiles. La population a peur d'eux. Souvent, la population, sous le coup, n'est-ce pas, de la violence, leur donne même les positions de nos forces armées de sécurité. Maintenant, ceux qui informent nos forces de sécurité aussi ont peur parce que souvent, ils sont victimes de représailles. Donc, vous voyez que le problème est très, très délicat. Donc,
c'est pour cette raison que la communauté internationale vraiment doit songer à aider nos forces de sécurité. C'est vrai, il y a la MINUSMA, il y a Barkhane, mais nous devons compter sur nos propres forces. Je me rappelle bien, pendant la guerre civile angolaise, le président José Eduardo de Santos a dit aux Angolais, ne comptons pas sur l'INAVM 1, l'INAVM 2, etc., etc. Comptons sur nos propres forces, sur nos propres ressources. C'est là où seulement là qu'on pourra vaincre, n'est-ce pas, l'adversaire. Compter sur l'aide internationale, je crois que c'est un peu compromettre notre avenir. Alors, Yaya Tandina, il faut plus de moyens à l'armée malienne. Il y a l'OITM qui est en train de former l'armée malienne. Il y a des équipements qui sont attendus également. Est-ce qu'aujourd'hui, le point, quand on fait le bilan de la formation de l'OITM, l'impact positif est visible sur le terrain? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais juste pour dire à mon confrère Badou que toute armée peut être prise au dépourvu, hein, stratégiquement. On a vu la France dans son intervention à Konna, parce que d'abord le premier outil de la guerre, c'est l'information. Et ça manquait beaucoup aux Français. Il fallait l'acheter ou bien créer une coopération avec les Américains pour pouvoir l'avoir. C'est comme ça qu'ils ont perdu Daniel Boiteux. L'avion qu'ils avaient utilisé était de basse altitude, ne pouvait pas faire une guerre asymétrique. Il a été touché et Damien Boiteux était parti comme ça. Et je pouvais donner plusieurs exemples. Hein. Barkhane a été piégé plusieurs fois sur le terrain, que ce soit à Tombouctou, Gao ou Kidal. Donc c'est pourquoi j'ai dit toute armée peut-être tomber dans un piège comme ça ou prise au dépourvu. Mais par rapport à votre question, je dirais tout simplement que c'est des formations continues. Et l'impact, ça va se sentir après. Ce n'est pas tout de suite. Parce que d'abord, c'est les officiers qui ont la latitude de dégager les stratégies, qui sont en train d'être formés. Après, il faut voir les hommes de rang. Et le problème actuel, c'est une formation psychologique. Il y a ceux-là qui pensent que je vais être militaire pour gagner ma vie, et ceux qui pensent que c'est un engagement que je dois défendre. Je me fiche mal de ce qui se passe après moi. En tout cas, je m'engage pour défendre ma patrie. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons, au niveau de l'armée malienne, à voir les hommes de rang, beaucoup y pensent à leur épouse. Alors que si vous prenez la loi militaire, le militaire c'est comme une mouche. Quand vous sortez de chez vous, vous donnez au revoir à madame. La mission peut tomber à tout moment et vous pouvez être tué à tout moment. Ça c'est l'engagement. Et cela, ça manque beaucoup parce que quand on quitte, on voit que je dois construire, il faut que mon fils aussi doit hériter de quelque chose de moi. Ça, ce n'est pas l'esprit militaire, c'est l'esprit du fonctionnaire. Vraiment, alors que lui, il est là pour défendre. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'ils sont en train de faire pendant que nous dormons et ils sont à nos cheveux avec des armes. Mais pour le moment, nous avons presque les mêmes choses. Au moment où moi je pense à mes enfants, eux aussi ils pensent à leurs enfants, ce n'est pas pour un homme de guerre. Alors, en parlant de lutte contre le terrorisme, il y a également la force du G5 Sahel dont le financement n'est pas encore atteint, même si Emmanuel Macron dit qu'on va commencer avec ce qu'on a d'abord. Alors, mais cette force G5 Sahel sans l'Algérie, est-ce qu'elle pourra donner des résultats positifs sur le terrain? Je pense que G5 Sahel, je l'ai dit, ce n'est qu'une force de plus. La France pouvait tout simplement doubler la mission de Barkhane. En plus de la traque aux djihadistes, il doit encore intervenir auprès de l'armée malienne. Parce que souvent les gens confondent. C'est quand il y a des questionnements par rapport à un aspect terroriste que Barkhane appuie l'armée malienne. Donc Barkhane dit qu'elle n'a qu'une seule mission. Ma mission, c'est d'aller contre les terroristes. Et la MINUSMA dit qu'elle vient en appui à l'armée malienne. Seule l'armée malienne a une double mission. D'abord, défendre l'intégrité du territoire, ensuite combattre le terrorisme. Mais aujourd'hui, encore, avec ce développement du banditisme qui prend encore plus de corps que le terrorisme, c'est encore pire. Donc, vous voyez, si Barkhane doublait seulement sa mission en disant que moi, je me mettrai aux côtés de l'armée malienne pour combattre non seulement les terroristes, mais en plus, je vais essayer d'assurer aussi, d'appuyer l'armée malienne à assurer l'intégrité. Parce qu'aujourd'hui, il appuie peut-être de plusieurs bords. Appui logistique, c'est tout seulement ce dont l'armée a besoin aujourd'hui. Sinon, vraiment, on a les hommes, ils sont peut-être engagés. Je crois que s'ils disposent des moyens, ils sont capables de défendre l'intégrité du territoire. Mais G5 Sahel, c'est encore armé des hommes pendant que nous sommes en train de parler de désarmement. Et cela, ça va contre les populations qui aujourd'hui souffrent. Il reste les cibles aujourd'hui de ces groupes djihadistes qui disent que nous sommes contre
les forces alliées, les forces armées maliennes, mais en plus tous ceux qui vont collaborer. Obligatoirement, les populations vont collaborer parce qu'on ne peut pas voir sans dénoncer. Et quand tu dénonces, pour eux, tu es un ennemi. Alors, Badou Escoba, est-ce que vous pensez aussi que cette force sera G5 Sahel sera une force de plus? Bon, G5, je crois que le patron de l'administration, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, Mohamed Saleh Anadif, l'a dit que le G5 Sahel vient en complément. Le G5 Sahel peut réussir sa mission, n'est-ce pas, si les militaires, si les combattants du G5 Sahel se comportent bien envers la population, s'ils ne se comportent pas comme une force d'occupation. Je prends l'exemple de la Somalie. Vous savez qu'en décembre 1992, les Américains, dans le cadre de l'opération Restore Hope, à rendre l'espoir, ont débarqué à Mogadiscio. Après, les Nations Unies sont venus, mais ça a été un échec patent. Finalement, l'Union africaine, en collaboration avec l'Union européenne et les États-Unis, ont envoyé l'AMISOM, qui est en train de faire un excellent travail. Pratiquement, l'AMISOM a libéré toutes les grandes villes de la Somalie. Toutes les grandes villes ont été libérées. Donc, le G5 Sahel, à l'image de l'AMISOM, peut bien réussir sa mission, mais pourvu que cette mission soit clairement définie, même si elle vient en complément, il faut que la force qui composera le G5 Sahel, il faut que cette force, n'est-ce pas, soit sensibilisée. Il ne faut pas que cette force se comporte comme une force d'occupation. Si elle se comporte comme une force d'occupation, je pense qu'elle ne réussira pas sa mission. Albertine Dotsé, on ne cesse de parler de collaboration. Les autorités, les spécialistes, les observateurs demandent une collaboration entre les forces de sécurité et la population. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette collaboration soit concrétisée? Justement, j'allais en venir. Cette collaboration est très importante parce que quelque part, on le disait tout à l'heure, c'est cette même population qui a peur, qui donne certaines informations même aux terroristes. Donc quelque part, si il y a une certaine stratégie de communication bien adéquate, la population sera mieux informée et si la population se sent beaucoup plus protégée, elle pourra plus facilement se libérer et donner certaines informations qui pourraient l'aider. Quelque part, c'est là le problème. La population a peur. Elle ne sait plus à qui avoir confiance. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc il faudrait mettre la population en confiance et mettre des garde-fous pour les protéger. C'est ce qui est très important aujourd'hui. Yaya Tandina, vous qui êtes journaliste à Tombouctou, au nord du Mali, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la population de collaborer avec les forces de sécurité? Oui, je dirais que la population, comme ma consoeur l'a dit, c'est-à-dire elle collabore, mais elle collabore avec les deux parties. Il y a les sympathisants de ces djihadistes, il y a les sympathisants aussi des FAMA. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que nous avons remarqué depuis les premières heures, quand les premières têtes ont été dénoncées, elles ont été libérées. Après leur libération, donc c'est les mêmes populations qui ont payé tribut. Donc ceci étant a été une leçon aujourd'hui pour les populations de rester miettes. Et je vous donne un exemple, vous avez vu tout récemment, il y a dans la zone de Gargando, Zouera plus précisément, c'est toujours dans la région de Tombouctou, où on a retrouvé un notable, un transporteur, Oumeidou, où la tête a été coupée et puis on est venu exposer au marché. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Tout simplement de collaborer avec, parce qu'on a remarqué qu'il avait une vieille 4x4 avec des vieilles roues, mais en un laps de temps, il a changé ses 4 roues. Donc ils se sont dit que bon voilà, c'est peut-être que les Balkans qui lui ont donné des 4 pneus neufs, 5 pneus neufs avec secours, donc voici les raisons. Donc vous voyez des trucs comme ça pousse les populations souvent à être plus discrètes, à ne plus collaborer, souvent même avec ceci, et de garder le silence pour ne pas être demain la cible au potentiel. Un dernier aspect, c'est que je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, c'est que nous avons remarqué également au cours de cette crise que c'est les populations qui payent généralement tribut dans tout ce qui se passe. Parce que non seulement elle est là souvent, elle est confuse. Elle est confuse parce que nous voyons, vous voyez tout récemment des arrestations à Tombouctou, mais les gens pensaient que c'était carrément des terroristes. Non, ce n'est pas toute arrestation qui est... Il y a des suspects, des bandits suspects. La gendarmerie, la prévôté fait ses enquêtes. Souvent, il y a des bandits qui rentrent en ville, on essaie de les traquer. Quand on les traque, on dit directement que c'est des terroristes. Et l'information, souvent,
elle est diffusée comme ça sans qu'on ait la source. Et finalement, c'est ce qui rend les populations dans une situation de confusion. Elles pensent que bon, voilà, telle personne qui a été arrêtée a été libérée et finalement, elle vient régler son compte. Tout ça, c'est des aspects qu'on doit chercher à gérer avant avant de gagner la confiance quand même des populations. Espérons qu'on trouvera une solution à cette situation. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, comme tous les vendredis, c'est le forum de la presse. Ce soir, nous sommes avec Badou Escoba du Carrefour, Albertine Dotsey d'Africable et Yeya Tandina de l'ORTM. Alors, l'ONG International Crisis Group a rendu public cette semaine un rapport intitulé « Réguler les religions ou non, le dilemme de l'État malien ». Dans ce rapport, les chercheurs de Crisis Group pointent du doigt la montée en puissance du poids des religieux dans la vie politique du Mali. Ce rapport d'une 20aine de pages propose des pistes sur lesquelles les religieux peuvent être un facteur de régulateur dans la vie publique. Alors Albertine, aujourd'hui, est-ce que les religieux sont impliqués dans la vie politique malienne? Je dois dire que oui. Je dois le reconnaître que d'une part, enfin, de façon générale, les religieux s'impliquent dans la vie, dans le politique, de façon générale. Et ici au Mali aussi, je crois bien qu'on peut le sentir parce qu'à travers les prêches des imams ou bien à travers les sermons dans les églises, on prône la paix, on prône la réconciliation. Donc quelque part, il y a toujours, c'est une forme d'implication dans le politique pour contribuer à cette paix et cette réconciliation que l'on recherche. Et dans ce cas-là, je peux dire que même le cardinal Monseigneur Jean Zerbo, qui vient d'être nommé, il a été nommé à cause des efforts qu'il a fait dans ce cadre-là, des efforts pour accompagner le processus de paix ou bien pour amener la paix, pour sensibiliser pour ses fidèles à prôner, pour prôner davantage la paix. Donc il l'a fait. Il y a des imams également qui sont impliqués dans ce processus de paix et de réconciliation ici au Mali. Par exemple, l'imam Mahmoud Diko, je crois bien, qui également s'implique dans des efforts de paix. Donc quelque part ici au Mali, il y a des efforts que les religieux font. Et ils le font, peut-être qu'ils n'en font pas assez et qu'il faut qu'ils en fassent encore plus pour accompagner davantage. Mais quand même, je crois que leur effort est salutaire. Badou Escoba, que pensez-vous de cette implication des religieux dans la vie politique? Je pense que l'implication des religieux dans la vie politique contribue à l'apaisement, contribue à la baisse du baromètre. Vous savez, pendant la crise de 2012, on a vu tous les efforts que les religieux ont fournis. Même quand on a arrêté les ministres, les uns et les autres ont été voir les religieux, ils ont été intervenir auprès de la junte pour qu'on libère ces ministres. Lors du déplacement de Ouaga, les religieux parmi lesquels Mahmoud Diko, ils ont joué un grand rôle. Et même dans le domaine de l'humanitaire, le grand guide des Ansar, avec tout le respect que je lui dois, a même dépêché une caravane humanitaire, n'est-ce pas, pour aller distribuer gratuitement de la nourriture aux populations sinistrées du nord qui étaient sous occupation. L'imam Mahmoud Diko s'est déplacé pour aller jusqu'à Kidal, pour rencontrer Yad, pour qu'on puisse libérer 50 de nos militaires. Donc je crois que c'est des aspects positifs qu'il contient de pérenniser. Pour ne pas anticiper sur les choses, je prends l'exemple seulement de la RDC. Même en RDC, l'Église est fortement impliquée à travers Laurent Moussengue, n'est-ce pas, dans la résolution de la crise. Et il y a l'Église Saint-Egidio au Vatican qui est chaque fois sollicitée, même récemment dans la crise centrafricaine, n'est-ce pas, on les a fait intervenir pour trouver une solution. Donc dire que le religieux ne doit pas s'intéresser à la politique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le religieux peut intervenir dans la politique pour réguler les choses, même par rapport au projet de référendum. Que ce soit les leaders de l'opposition, que ce soit les leaders de la majorité, ils ont tous démarché les leaders religieux pour qu'un compromis puisse être trouvé. Yeya Tandina, pourquoi certains pensent que les religieux ne doivent pas s'impliquer dans la politique? Bon, certainement, ils ont dû faire une mauvaise lecture de la chose. Sinon, pour ceux qui font en réalité une bonne analyse, ils comprennent que depuis les premières heures, par exemple, je me rappelle en 2012, au moment où la ville de Tombouctou a été occupée par les groupes armés, automatiquement, c'est les religieux de Tombouctou qui se sont organisés d'abord dans un premier temps à évacuer leurs frères de la communauté chrétienne. Donc, pour dire
Et tout ce travail a été fait clandestinement, sans que personne ne le sache. Ensuite, effectivement, Badou vient de rappeler les grands actes posés par Mamoudou Dicko au niveau national à Kidal et comme ça. Mais il faudrait retenir, parce qu'aujourd'hui, la société civile est en point de disparaître, hein, ça je vous dis, parce qu'aujourd'hui, elle est divisée. Et quand une société civile est divisée, sinon, réellement, aujourd'hui, avec la société civile, le Mali ne devrait pas avoir tout ce problème. Mais puisque aujourd'hui, même avec la révision constitutionnelle, nous avons vu, il y a certains qui sont pour le oui, certains pour le non, et ça, les militants à la base ne se retrouvent plus. On ne sait même plus qui il faut écouter. Donc seulement aujourd'hui, avec les religieux, nous sommes capables de retrouver le chemin. Que ce soit du côté des chrétiens ou des musulmans, nous avons des leaders qui sont capables et qui sont écoutés, qui bénéficient d'une bonne aura. Mais je crois qu'il faudrait mettre cela à profit pour que nous puissions avoir une sortie de crise. Mais pour ceux qui font une mauvaise lecture, ils peuvent croire qu'ils sont dans la politique ou autre chose. Mais moi, je crois que Dieu leur donne longue vie pour qu'ils puissent être à nos côtés. Sinon, finalement, on n'aura plus la solution entre nous et on va régler nos propres comptes. Oui, mais l'ONG s'attend à ce que les religieux soient un facteur de régulateur dans la vie politique. Quand les religieux prennent parti, soutiennent un régime ou non, est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle? Je ne suis pas d'accord vraiment. Sur ce plan, il faudrait attirer... Vous savez que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et quand je tisse des bonnes relations, moi j'ai suivi Mamoudou Dicko sur Africable, au cours d'une interview, quand il dit que j'ai de bonnes relations avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, ces relations-là, elles sont personnelles. Vous la gardez pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes une référence pour le Mali. Nous savons que vous avez de bonnes relations avec tous les leaders politiques. Ça, c'est clair. Mais maintenant, votre position ne doit pas être affichée, ne doit pas être médiatisée. Donc je crois que ça, c'est des erreurs qui arrivent souvent à nos religieux, qui font que beaucoup pensent qu'ils font de la politique ou bien ils sont directeurs de campagne ou autre chose. Donc eux aussi, qu'ils évitent beaucoup les médias. Sinon, nous sommes capables de les piéger. Souvent, ils tombent dans nos pièges. Alors, Badou Escoba, jusqu'où ces erreurs, entre guillemets, ces positions personnelles peuvent nous conduire, des leaders religieux? Bon, je ne parlerai pas d'erreur. Je rejoins mon confrère Yaya Tandina. Oui, quand Yaya Tandina, c'est lui-même qui a dit que c'est des erreurs que ces leaders religieux commettent. C'est-à-dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pourquoi je dis que je le rejoins quand il parle d'erreur. Peut-être il arrive que ces religieux commettent des erreurs. Mais il arrive aussi que ces religieux soient mal compris par la population. Sinon, à ma connaissance, ces religieux ont trop à faire pour s'impliquer dans la politique. Et pratiquement dans tous les pays du monde. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, c'est à ces religieux qu'on fait appel à ces religieux. Et je vais m'oublier de mentionner le nom de Monseigneur Zanzerbou, qui est devenu cardinal, qui fait l'honneur de ce pays-là, qui fait l'honneur du Mali aujourd'hui. Également, il fait partie des religieux vraiment qui ont beaucoup œuvré pour le retour de la paix lors de la crise multidimensionnelle de 2012. Donc on ne peut pas dire aux religieux de se mettre à l'écart. Même ceux qui disent, ceux qui demandent à ce que les religieux ne se mêlent pas de politique. Quand ils ont des problèmes, c'est aux religieux qui font recours. Je reviens seulement sur la crise de 2012, quand on a arrêté les ministres. Les parents ont été voir qui? Les partis politiques dont ils sont ici sont partis voir qui? Les religieux, ce sont les religieux qui ont été intervenus pour que ces ministres-là soient relâchés. C'est réel. Et il y a une autre chose, si vous me permettez, si je peux ajouter ça. Par exemple, vous prenez l'Eurocotrade. C'est des gens qui font un travail remarquable. Et moi, souvent, je me dis qu'ils font un travail remarquable parce qu'ils interviennent, n'est-ce pas, entre les politiciens. Ils les raisonnent. Et vraiment, ils leur font comprendre qu'il faut privilégier l'intérêt du Mali. Alors, le dernier mot à Albertine Dotsey pour respecter la question genre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ces leaders religieux pourraient faire pour éviter ce manque de compréhension de certains habitants du Mali par rapport à leur rôle à jouer dans la politique? Qu'est-ce qu'ils devraient faire aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il faut qu'ils continuent ce qu'ils font déjà. Et ils le font déjà bien, mais peut-être qu'il faut qu'ils le fassent encore plus. Parce qu'ils disent la vérité sans regarder quoi que ce soit. Ils ne regardent pas un parti politique de l'opposition ou du pouvoir. Ils disent ce qu'ils doivent dire parce qu'ils considèrent tout le monde comme des frères et sœurs. Et donc, ils disent ce qu'il faut dire. Et eux, ils ont le courage de le dire. Et je les encourage d'ailleurs à continuer de le dire, quelle que soit la religion, que ce soit la religion musulmane ou bien chrétienne. Il faut que les religieux continuent à faire leur travail, comme ils le font au Burundi où la voix de l'Église est parfois menacée, comme ils le font en RCA
l'imam Kobin Layama et puis l'archevêque de Bangui ont même été récompensés du prix de la fraternité, comme ils le font dans plusieurs pays. Merci. Mais il faudrait vraiment que les religieux fassent beaucoup plus encore. Ils le font, nous les félicitons et nous les encourageons à faire davantage. Merci. Alors, le forum de la presse de ce soir, nous avons parlé du nouveau report du retour de l'administration à Kidal prévu le 20 juillet, l'insécurité grandissante et le rapport de l'ONG International Crisis Group. Nos invités, Badou Escoba du Carrefour, Albertine Dotsey d'Africable et Yeya Tandina de l'ORTM. Je suis Mohamedou Touré à la présentation et coordination, à la réalisation Ibrahim Aran Diallo, mise en onde de Salim Djouara et à la régie vidéo Peting Diara. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.